Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 7 octobre. Dans votre édition, le point sur les tours qui ne verront pas le jour faute de financement. Retrouvez ensuite Maître Hugon, avocat spécialiste en droit immobilier. Puis toutes les infos de la planète Immo à ne pas manquer. Bienvenue dans votre journal. Mais avant de commencer cette édition, un petit clin d'œil à Sotheby's International qui ouvre sa 5e agence rue du Bac à Paris. Une de nos équipes était sur place. On écoute son président-directeur général, Alexander Kraft. On fête l'ouverture d'une nouvelle agence Sotheby's Realty sur le rive gauche, rue du Bac. C'est notre 5e agence à Paris, dans la région parisienne, mais aussi en même temps la 50e agence en France entière. Donc c'est une double célébration cette soir. On a maintenant presque 600 agences dans le monde entier, dans 45 pays. Par contre, notre réseau français, c'est le 2e réseau mondial après les États-Unis. Face à la crise, certains projets immobiliers urbains ne verront pas le jour. À Levallois, comme ailleurs, les financements manquent. Marie Gallet. Poursuivre la nécessaire rénovation des quartiers. C'est par ces mots que le maire de Levallois-Perret a justifié son refus de faire construire 2 nouvelles tours dans sa ville. Patrick Balkany a donc renoncé à la construction des tours Cetelem et Bofons-Marignan, qui devaient s'élever à 135 et 150 mètres de hauteur. Initialement prévus à la station Pont de Levallois, ce sont finalement des immeubles de taille plus modeste qui verront le jour. Comme ces tours, d'autres projets ont déjà été retardés ou annulés. À la Défense, la tour Sans Fin ou la tour Generali ne verront par exemple jamais le jour. Des abandons dus en grande partie à des problèmes de financement, mais aussi aux protestations des riverains qui finissent par obtenir gain de cause. Notre téléspectateur Thomas qui nous pose la question suivante. Écoutez bien maître, il aimerait faire des travaux dans son bien mais il est quelque peu hésitant. Alors que doit-il faire ? Compte tenu de la généralité de cette question, il convient à mon sens de prendre en considération les différents types de baux auxquels nous pouvons être confrontés. Essentiellement le bail de droit commun, le bail commercial ou le bail d'habitation. Justement, qu'est-ce que c'est que le bail de droit commun ? Le bail de droit commun, succinctement, c'est le bail qui concerne toutes les locations qui ne dépendent pas d'un régime spécifique, tel que les baux commerciaux ou les baux d'habitation notamment. Il y a encore d'autres régimes. Au cas particulier, c'est le bail que l'on va appliquer à une résidence secondaire, à un local accessoire à un bail d'habitation ou à un local pris à bail par une personne morale. Et qui n'est pas un bail commercial, bien évidemment. Et quel régime s'applique à ce bail de droit commun ? Pour le bail de droit commun, les règles sont prévues par le Code civil. Le principe est le suivant. Le locataire doit restituer les locaux dans l'état dans lequel il les a reçus si un état des lieux a été établi lors de l'entrée dans les locaux. Sinon, il doit les restituer en bon état de réparation locative. S'il réalise des travaux pendant le cours du bail sans autorisation, au moment de la restitution, il s'expose à ce que le bailleur demande la remise en état des locaux dans un état initial aux frais du preneur, ou au contraire conserve les améliorations, mais sans indemniser le preneur. Si le bail interdit expressément de telles constructions ou de telles améliorations, et que le locataire les réalise, le bailleur pourra résilier ou demander la résiliation par anticipation du bail. Enfin, si le bail autorise le locataire à réaliser des travaux mais ne prévoit pas leur sort en fin de bail, ça donne la possibilité pour le locataire, si le propriétaire, le bailleur, veut conserver les améliorations, de demander à ce dernier soit la différence de valeur entre la valeur initiale du bien et la valeur du bien après les améliorations, ou le remboursement du coût des travaux et de la main-d'œuvre nécessaire à ces améliorations. Alors, dans le cadre d'un bail commercial, quel régime s'applique ? Très généralement, c'est prévu dans la quasi-totalité des baux, dans le bail lui-même. Et qu'est-ce qui est dit ? Il est toujours dit, généralement les mentions suivantes, le preneur doit demander l'autorisation du bailleur pour réaliser des travaux. Ces travaux devront être réalisés
sous la surveillance d'un architecte désigné par le bailleur aux frais du preneur, et en fin de bail ou en fin de jouissance, les deux possibilités existent, le bailleur a la faculté soit de demander la remise en état des locaux initiales, soit de conserver les améliorations sans payer d'indemnité. Enfin, pour terminer, dernier cas, quel régime s'applique pour les baux d'habitation ? Alors, les baux d'habitation, c'est le régime de la loi du 6 juillet 1989, c'est des dispositions d'ordre public. Elle prévoit ceci, que le locataire est expressément autorisé à aménager le local qu'il a pris en location. Mais il ne peut pas ni modifier la structure du bâtiment, notamment le gros œuvre, ni ajouter ou supprimer des éléments d'équipement. Si le locataire faisait de tels travaux, bien évidemment, il s'exposerait à une résiliation anticipée du bail à ses torts. Enfin, si Thomas a effectué des travaux somptueux, particulièrement onéreux, en améliorant fortement l'appartement, malheureusement, en fin de bail, il devra restituer les locaux en l'état sans pouvoir percevoir d'indemnité, ces améliorations restant acquises au bailleur. Très bien, merci beaucoup Maître Hugon d'être venu sur notre plateau. Au revoir Alexandra. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Et pour terminer, les 4 infos IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images et c'est parti. L'UMP va proposer dans le cadre d'une convention dédiée à la culture, la création en banlieue d'un musée du XXIe siècle ainsi que d'un centre national de la culture. Près de 20 millions de dollars, c'est le prix de l'appartement que l'acteur Will Smith louait à Manhattan en 2010 durant le tournage de Men in Black 3. Selon le blog immobilier américain Zillow, il coûtait déjà 55 000 $ par mois à la location. Les châteaux et propriétés de caractère éloigné des villes n'ont plus la cote aujourd'hui selon l'expert Barnes. Seule la catégorie des appartements ou maisons d'exception, dont le prix oscille entre 20 000 et 30 000 €, attire toujours autant à la clientèle fortunée. À la différence de Paris, le prix du mètre carré en région a baissé au 3e trimestre, moins 2,7% en moyenne, une baisse qui devrait se confirmer pour la fin de l'année. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas que sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous retrouverez toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Restez connectés, à demain.